Louis XIV, le roi Soleil. Dans cette vidéo, nous allons vous plonger dans l'univers de Louis XIV. Le roi qui a eu le règne le plus long au monde. Bonsoir, on va faire une petite histoire de France ce soir, et ça sera la lecture du journal secret de Louis XIV. Ce journal a été fait depuis l'année 1661, donc à la mort de Mazarin, et Louis XIV l'a rédigé jusqu'à la fin, c'est-à-dire en 1715. Jusqu'à la fin de son règne, il a écrit son journal secret. Alors les papiers ont été dispersés à droite et à gauche, et ils ont été rassemblés par un travail extraordinaire qu'a fait François Bluch. Et François Bluch a donc réussi à, disons, faire une chronologie du livre. Et donc, je vais le commencer. Avant de commencer ce livre, je voudrais vous dire ce qu'il en a été de la fête nationale du 14 juillet. Alors, cette fête nationale du 14 juillet a été plus ou moins décidée par l'Assemblée nationale, et elle met en plus, cette fête, elle fait naître le début de la Troisième République. Alors, ça a été assez discuté au sein de la Chambre, puisque nous sommes sous MacMahon, qui n'est pas un président de la République qui est très républicain, si on peut dire, puisque c'est un monarchiste. Et aux élections de 1876, une assemblée de majorité républicaine entre à la Chambre, ce qui pousse MacMahon à la démission et à l'avènement du très républicain Jules Grévy. Et là, on discute, on ne sait pas trop quelle date arrêter pour, disons, cette fête. On parle même, disons, de pourquoi pas le 10 août, la prise des Tuileries, ou alors la fête de la Fédération aussi, qui est arrêtée au 14 juillet, la prise de la Bastille, ou l'abolition des privilèges. Donc, on discute pendant pratiquement une année là-dessus, et on arrête la date du 14 juillet. Alors, le 14 juillet, c'est une double fête au début. C'est pour fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille, et aussi pour fêter la fête de la Fédération de 1790, qui aussi est la célébration de l'anniversaire de cette prise de la Bastille. Alors, ça marque bien sûr en 1880, date où c'est arrêté, la célébration de la République, et donc nous aussi, nous pensons que certains députés avaient arrêté aussi la date de 1789 et de la date du 5 mai. Certains voulaient faire la fête nationale, l'ouverture des États généraux. Mais cette date a été très vite balayée. Et donc, c'est une loi qui est promulguée, celle du 6 juillet 1880, qui consacre le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. Cette loi a un article unique qui ne donne aucune précision. La fête nationale du 14 juillet qui commémore donc les deux 14 juillet, qui sont la prise de la Bastille de 1789 et la fête de la Fédération de 1790. Alors, pour fixer cette date du 14 juillet, d'autres dates ont été évoquées, le 5 mai, donc l'ouverture des États généraux, et le 4 août, l'abolition des privilèges. Donc, l'adoption d'un jour de fête nationale marque l'enracinement de la République. La loi est adoptée après la victoire des Républicains aux élections législatives de 1876,
et qui amène la démission de MacMahon et qui est remplacé par Jules Grévy. Alors, dès l'adoption de cette loi du 14 juillet comme fête nationale, une place centrale est accordée à l'armée dans les festivités. Donc, le programme de 1880 prévoit un défilé militaire qui est, disons, organisé sur l'hippodrome de Longchamp. Alors, cette loi aussi est représentée parce que c'est une fête civique qui mêle le peuple et l'armée. Ainsi, chaque année, un défilé militaire sera organisé et programmé pour les festivités nationales. Cette fête aussi prend beaucoup d'ampleur après la Première Guerre mondiale. Le 14 juillet 1919, ça se déroule sur les Champs-Élysées depuis ce temps-là. Et c'est la première fois que l'on voit à l'avant des troupes ce qu'on a appelé les gueules cassées, suivies par les troupes alliées victorieuses et l'armée française. Alors, il y a eu si vous voulez, un changement au programme. C'est en 1979 où Valéry Giscard d'Estaing a fait défiler les troupes entre la place de la République et la place de la Bastille. Alors, les symboles pour cette fête dans l'article de la loi, c'est le drapeau tricolore français, la devise liberté, égalité, fraternité et l'hymne national la Marseillaise, qui sont pour la loi les emblèmes et les symboles constitutionnels reconnus en plus et entérinés par l'article 2 de la Constitution de 1958. On y ajoute la Marianne, le coq, le faisceau du licteur et le sceau qui complètent la liste des emblèmes et symboles représentant la République française. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette loi et cette fête du 14 juillet. Alors, une fois que j'ai dit ça, nous allons pouvoir commencer le livre de François Bluch, le journal secret de Louis XIV. C'est un livre que j'ai depuis extrêmement longtemps, puisque je l'ai depuis 1988. Donc, c'est un livre qui me sert aussi de travail. Quand j'ai fait la Fronde, je me suis servi aussi des écrits du grand roi. Et donc, ces mémoires et commentaires par Louis XIV, roi de France, ont commencé après la mort du cardinal Mazarin. Alors, le roi a fait une introduction qui l'a inscrit et qui a été recopiée dans ce qu'on a appelé dans le journal et dans les mémoires du grand siècle. Voilà ce qu'il dit. Il paroit qu'à l'annonce du meurtre du maréchal d'Ancre, feu mon père le roi Louis XIII, le juste, de pieuse mémoire, se soit roi exclamé « À cette heure je suis roi ». Il ne fut jamais question de tuer monsieur le cardinal Mazarin, il fut mon parrain devant Dieu et mon tuteur et guide dans les affaires publiques, mon conseiller en matière des beaux-arts. Ni même de le renvoyer après tant de services qu'il nous a rendus à moi et à l'État. Il a gagné la guerre contre la maison d'Autriche et arbitré la paix. Il a su prolonger et mener à son terme l'ambitieux programme du cardinal de Richelieu, mais qu'aurais-je fait si le ciel lui avait accordé un supplément d'existence de 15 ou 20 années? On assure que le cardinal, qui est pansois de son côté, songeoit à être ordonné prêtre avant le prochain conclave. Dieu en a disposé autrement et au milieu des regrets qu'il laisse et laissera un grand serviteur de l'État, nous a fait la grâce d'un second achèvement en cette année 1661. C'est à cette date que débute donc notre journal. Voilà ce qu'écrit Louis XIV en 1661. Donc, il a 24 ans. Voilà comment commence donc le journal 1661. 9 mars. Le cardinal mourut ce matin vers 2 heures. Nous sommes restés à Vincennes, la reine, mère et moi-même, jusqu'à l'heure du dîner. Puis nous retournâmes à Paris. La reine-mère ne cacha point ses pleurs. Pour nous, le temps des larmes s'achevoit. Il me falloit songer aux premières grandes décisions de mon règne. Le soir, je réfléchis aux affaires publiques. On attendait de moi que je choisisse assez vite un Premier ministre. Or, il n'est que 3 à pouvoir assumer pareille charge. Monsieur Fouquet, Monsieur de Lyonne et Monsieur Le Tellier.
Tous trois avoient l'expérience des affaires. Aucun n'est toi d'ancienne noblesse, aucun n'est toi simple bourgeois. M. Fouquet se croyait assuré d'obtenir le poste, mais s'il avoua beaucoup de facilité, il n'avoua pas moins de négligence et de légèreté. D'ailleurs, le cardinal n'avoua en lui qu'un demi-confiance, et M. Colbert, que m'a légué le cardinal, le croit porté à confondre l'or du royaume et le sien. Quant à M. de Lionne, avoua un génie manifeste, mais surtout pour les affaires extérieures. Quant à M. le Tellier, il entendoit mieux les choses de la guerre que celles de la paix. Or, ces dernières devaient être prises en main sans tarder et sans bagouiner, car le désordre est toi partout. Le meilleur des principaux ministres ne saura remplacer un roi. Un ministre est toujours une sorte de mercenaire, le roi est un chef de famille. Le cardinal de Richelieu eut sans doute bien des talents. Il ne pouvait avoir envers l'État la même affection que mon regretté père, le roi Louis XIII. Toutes ces raisons m'incitent à gouverner moi-même et absolument. 11 mars 1661. Hier et ce jour, je fis connaître à tous, aux deux reines, aux ministres, aux secrétaires d'État, aux gens d'église, aux seigneurs, aux gens de plume, à ceux de la robe et à d'autres, s'il en fut mon dessein d'être à la tête du corps de l'État, dont mes peuples sont les membres. Certains ne cachèrent point leur surprise, me croyant surtout attachés à mes plaisirs. D'autres entendirent la leçon et s'inclinèrent de bonne grâce, comme firent M. de Lionne et le Tellier. Les habiles marquèrent beaucoup et contentement, comme fit M. Colbert. Seul ou presque le surintendant, donc Fouquet, affecta d'écouter le caprice d'un jeune homme qui ne manquera Rouen pas de changer de dessein. Il se trompa, car au règne du cardinal Mazarin vint de succéder celui du roi Louis le XIV. 12 mars 1661. Un arrêt du Conseil ordonna une arrivée d'eau au Louvre, afin de protéger ce palais des incendies, celui du 6 de février dernier demeurant en toutes les mémoires. 23 mars 1661. Monsieur de Lorraine rendit hommage pour le duché de Bar. 31 mars 1661. Monsieur, donc le frère du roi, épousa notre cousine la princesse Henriette d'Angleterre au palais cardinal, et sans cérémonie. Madame Henriette est bien belle et bien gracieuse. 11 avril 1661. L'Assemblée du clergé nous réserva un don gratuit de 2 millions. Cette assemblée approuva le 2 de février un formulaire contre le jansénisme, que tout le clergé de ce royaume est invité de signer. 15 avril 1661. En la chapelle du Louvre, Madame Marie de Mancini épousa par procuration le prince Colonne. 17 avril 1661. Je fis mon bonjour dans l'église des Tuileries pour tout choix les malades comme Dieu m'en avait fait grâce. 22 avril 1661. Nous arrivâmes à Fontainebleau où je souhaite de demeurer jusqu'à la fin de l'automne prochain. 8 mai 1661. Monsieur Colbert, qui est intendant des finances et qui a toute ma confiance, me fit signer des lettres patentes qui établissent à Lyon la franchise des métiers et exemptent cette ville des jurandes. 10 de mai 1661. Hier et aujourd'hui, en des galiotes flottant sur le Grand Canal, nous nous promenâmes au son des trompettes. Du 13 mai 1661. Je crée la compagnie des gendarmes de la Reine. Elle comprendra 200 maîtres et leurs officiers. Le capitaine-lieutenant en sera le marquis de Lannion. Le 29 mai 1661. J'ai chassé en compagnie de M. de Lorraine, venu hier à Fontainebleau. 3 juin 1661. J'ouvris le bal avec madame, donc femme de son frère. Elle n'a que 17 ans, mais quel esprit! Et comme elle est belle! La reine mère m'observe, qui juge que je m'empresse de trop auprès de ma si jolie belle-sœur et cousine, car l'on me surveille, moi le roi. Les 2 reines de la cour, la ville, le royaume, il n'est que dans les contes de nourrice que les princes absolus ont tout pouvoir et toute liberté. Du 5 juin 1661. Fête de la Pentecôte, je fis mes dévotions, puis touchois encore les malades. Le 13 juin 1661. J'ai créé ce jour une compagnie de chevaux légers de la reine, au même nombre que celle des maîtres, et privilège que la compagnie des gendarmes de la même princesse. 27 juin 1661.
Monsieur mon frère, qui aime d'aller au théâtre, m'a dit grand bien de la dernière comédie d'un sieur Molière, qui a pour titre L'école des maris. Je souhaite que je fasse venir ces comédiens. Il souhaite que je fasse venir ces comédiens ici. Je le ferai en juillet pour son plaisir. Du 30 juin 1661. La reine, ma mère, me fit un assez long sermon. Elle me trouve moins attentif que jadis et naguère aux obligations de la piété. Elle craint que je ne commente un adultère, soit dans les faits, soit dans la pensée, avec madame Henriette. Il paroit qu'elle aura déjà mis en garde cette dernière en son privé. Le 6 juillet 1661. La reine-mère me conseille de conter fleurette à quelques-unes des jolies demoiselles d'honneur de madame. Il paroit que la reine et que monsieur s'en trouveront rassurés, que les médisances de la cour cesseront, et que semblable leur ne pourra me détourner mes sens et mon cœur d'un adultère lequel, on l'espèce, ressemblera à un inceste. Je ne suis guère au fait de la théologie. Ma foi est celle du charbonnier ou du charpentier, mais sans vouloir offenser ma sainte mère, il me semble que sa ruse et son complot, comme hérité du cardinal de Mazarin, sont de pure et donc dangereuses casuistiques. 14 juillet 1661. Je fis un règlement pour l'ordre de Saint-Michel et annonça la liste. 15 juillet 1661. À Fontainebleau, il y a trop de monde, et la place manque. J'eus besoin d'un appartement secret pour moi. Dieu merci, Saint-Aignan me prêta sa chambre pour 1 heure ou 2, où je fus seul. Du 19 donc juillet 1661. Ma pieuse mère s'est trompée de cible. Elle fit un nouveau sermon à madame, laquelle n'entendit rien à ses reproches et oublia de m'en faire un pourtant mérité. 25 juillet 1661. Monsieur le duc d'Épernon mourut à Paris. Je sus près moi l'office de colonel général de l'infanterie qui faisait le défunt presque aussi important qu'un connétable. 26 juillet 1661. La belle Elle fut une nymphe charmante ce soir dans le ballet des saisons du sieur de Benserade, que nous allons revoir plus d'une fois. Je crois que le piège à taupe a trahi le troupier et que la casuistique parfois faillit. 29 juillet 1661. Puisqu'il n'y a plus de colonel général, tous les maîtres de camp d'infanterie deviennent colonels. Nous avons présentement 60 régiments d'infanterie, 48 d'infanterie française et 12 de régiments étrangers. Je demande copie de ces ordres et je veux un établissement complet de mes charges et de mes troupes. 7 août 1661. La mère Angélique, la mère Arnaud, qui réforma en 1609 le port royal des Champs, mourut hier au port royal de Paris. Ses amis en feront une sainte. Pour nous, elle fut un suppôt de jansénisme, d'hérétique perverse, difficile à détruire que Dieu ait son âme. 17 août 1661. Ce jour, nous fûmes priés à une fête offerte en son château de Vaux-le-Vicomte par le surintendant, souhaitant de nous éblouir par son luxe et ses richesses. Mal acquises, semble-t-il. Monsieur Fouquet acheva ainsi de se perdre en mon esprit. Comment un ministre peut-il en toute innocence mener ce train royal? De quel abîme d'iniquité tire-t-il ses ressources? Comment peut-il entretenir les meilleurs architectes, peintres et jardiniers, sinon en puisant dans les caisses de mon État? Il conviendra que les sieurs Levaux, Lebrun, Lenôtre et même Molière soient éloignés de ce Mercéas abusif et viennent à nous pour nous leur protecteur naturel et légitime. Qu'ils servent la réputation du royaume, je saurai bien les en convaincre. Sans la douce entremise de la reine ma mère, j'aurais fait arrêter ce soir même le surintendant et ses affidés. Au cours de cette journée affligeante pour notre amour-propre, éprouvante envers notre honneur, j'eus cependant le plaisir de voir une plaisante comédie du sieur Molière, Les Fâcheux. Elle comporte des rôles à tirade qu'on pardonne en raison de leur drôlerie. Lundi 29 août 1661. Je partis en direction de Nantes à l'occasion bien opportune de la tenue des États de Bretagne, du jeudi 1er septembre 1661. Je suis maintenant à Nantes, mais point du tout intéressé ce jour par messieurs et par ces États de Bretagne. Le 5 septembre 1661.
Agissant sur mon ordre express, le sieur d'Artagnan, sous-lieutenant aux mousquetaires, arrêta à Nantes M. Fouquet, ce qui me fut une grande satisfaction. En même temps que cette nouvelle, j'écrivis à la reine ma mère quel plaisir j'ai goûté de travailler moi-même aux finances et que j'ai mis hors de cet état ce renard et ce chien. Le 15 septembre 1661. Nous publiâmes un règlement pour un Conseil royal des finances. Il remplacera la surintendance et je le présiderai assisté d'un chef du Conseil, mon ancien gouverneur, le maréchal de Villeroy. Mais Colbert en sera le véritable maître, mais restera dans l'ombre. Donc, le 28 septembre 1661. L'extrême chaleur de l'été et les rudes orages qui s'ensuivent font redouter une famine. Je donne les ordres nécessaires à cela. 7 octobre 1661. Sieur Sainte-Euphémie, Madame Pascal, moniale obstinée qui refusa le formulaire, mourut le 4. Elle est toi sœur de ce Monsieur Pascal, connu pour ses lettres écrites à un provincial, où fut attaqué notre confesseur, le père Anat. 18 octobre 1661. Je sus un affront impardonnable fait à Londres au comte d'Estrades, notre ambassadeur, par monsieur le baron de Watteville, ambassadeur du roi d'Espagne, pour s'assurer une préséance abusive et illicite. Celui-ci eut l'audace de faire arrêter le carrosse de monsieur d'Estrades et même de tuer les chevaux de son attelage. Je m'empressois de donner son congé à l'ambassadeur d'Espagne en France et préparois de nombreuses mesures hostiles par droit de représailles. 1er novembre, fête de la Toussaint 1661. La reine accoucha ce jour d'un dauphin Louis. J'en veux faire un prince accompli, instruit, affable, craignant Dieu, soucieux de l'honneur et de la gloire du royaume, mais aussi de la paix et du bonheur de nos sujets. On l'appellera Monseigneur. Si Dieu le veut, cet enfant me succédera et sera un excellent prince et un excellent roi. Le 15 novembre 1661. Une chambre de justice chargée de corriger les abus et malversations sur la finance va s'ouvrir à Paris. Elle s'occupera particulièrement du sieur Fouquet, et Colbert, malgré un air indifférent, s'en lèche les babines. 28 novembre 1761. On ne parle à la cour que de la conversion d'une belle pécheresse, Madame la duchesse de Longueville, sœur de Monsieur le Prince. 29 novembre 1661. J'ai mis le sieur Lebrun à entreprendre un complément de décoration au Louvre en la galerie d'Apollon. Colbert en est fort heureux qu'il souhaite la transformation de ce vieux palais, mais me ménage pour les dépenses. 10 de décembre 1661. De retour à Paris, j'allois aux Tuileries saluer Madame, qui est toi légèrement souffrante. Je pus ainsi m'entretenir un long moment avec elle, toujours aussi belle, aussi douce et aimante, et je la vis en particulier. Depuis près de 5 mois, la reine-mère est informée de notre amour. Elle me dispute là-dessus, mais sans rien obtenir de moi, que la promesse d'épargner la tranquillité de la reine ma femme. 31 décembre 1661. Je mis au travail à Versailles le sieur Levaux, architecte chargé d'agrandir et d'embellir le petit château de cartes qui fut le rendez-vous de chasse préféré du roi mon père, et le sieur Lenôtre qui m'y peut faire de fort beaux jardins, l'un et l'autre avoir servi le sieur Fouquet. Je voulus une grande promotion dans l'ordre du Saint-Esprit, dont monsieur le prince, mon cousin, le duc de Beaufort et beaucoup de ducs et de maréchaux. Le cordon bleu, lequel toujours reconnut la haute naissance et récompensera les services éminents, peut et doit être un instrument de règne et seul en mon pouvoir. Voilà une année de la première année de 1661 du journal secret de Louis XIV. Donc, il y a là-dedans du badinage, des choses insignifiantes, comme des choses d'État. Donc le roi consigne vraiment tout ce qu'il juge nécessaire d'inscrire pour les années qui s'en suivent. Je vais donc maintenant vous conter l'année suivante, qui est l'année 1662, et je continuerai, je pense, jusqu'à l'année 1663, nous pourrons aller, je pense, jusqu'à 1664, ce qui nous fait à peu près une dizaine de pages, bien que 1664 est assez conséquente, mais si cela vous sied, je m'attelle à 1662. Je vais arrêter de noter les années après les dates des jours et des mois, mais pensez que nous sommes en 1662, retenez bien la date. Donc le 8 janvier.
On a su que le pape avoit le 28 de décembre béatifié François de Sales, le saint évêque de Genève, auteur d'une fameuse introduction à la vie dévote, fort répandue et lue dans le royaume. 20 janvier. Nous concédâmes à monsieur le duc de Rouennais le privilège pour Paris des carrosses à 5 sols pour aider au déplacement rapide à l'intérieur de notre ville capitale qui est immense en concurrence avec Londres. Paris est assurément la cité la plus vaste et la plus peuplée qui soit au monde. Elle m'est de plus en plus chère. Elle est jeune, pure, sincère, dépourvue de toute ambition. Aussi ne serais-je-t-elle encouragée, partie ou cabale. La reine-mère me fait des reproches à nouveau à son sujet. Me voudra voir rompre toute liaison, mais elle m'a promis cependant de tout faire pour que la reine ignore mes écarts. J'aime fort les ballets, et je puis danser moi-même et faire danser elle. C'est pourquoi je suis souvent fois en conférence avec le sieur de Benserade, avec Saint-Aignan, Lully et Vigarani. 6 février. Le duc de Lorraine, Charles IV, est décidément un vieux folle. Quoique barbon et veuf, il vint à Paris dans l'intention d'épouser pour le repos de sa conscience une demoiselle Pajot, fille d'apothicaire. L'occasion est toi belle de refermer l'entrée de la souricière. Nous lui avons ce jour fait signer à Montmartre un traité des plus avantageux pour nous. Le duc fait don à la France des duchés de Lorraine et de Bar, moyennant une importante pension et sous réserve d'usufruit. 14 janvier. Ce jour vit l'inauguration aux Tuileries de la salle des machines. L'œuvre assez merveilleuse des sieurs Vigarani, le programme en étoile le ballet de l'Hercule amoureux, lequel célébra avec retard mon mariage. Nous dansâmes de concert, moi et la reine, à la satisfaction générale. La dépense avoit été considérable, dépassant les 80 000 livres, mais chacun fut content et l'on fit beaucoup de compliments à Vigarani, quoique le sondement eût laissé quelque peu à désirer et que nous entendiâmes bien moins mal les trompettes et les cors. 24 janvier. La disette qui frappe le royaume me peine. J'ai ordonné des achats de distribution de bled. Elle m'a fort irrité. C'est pourquoi, malgré nos engagements réciproques, je ne suis point allé ce soir l'embrasser et ni même rester auprès d'elle. 25 février. Ce matin, elle avoit disparu des Tuileries. Madame lui en vouloit pour cette fuite et ignoroit tout de son sort. Je découvris pourtant la vérité. Elle avoit fui aux petites heures du jour et avoit pris à pied la route de Chaillot. J'oublia mes griefs, ne pensant qu'à retrouver la fugitive. Elle étoit toute en larmes, effondrée sur un banc dans le parloir de Sainte-Périne, un petit couvent nouveau de Chaillot. Je la confessois, elle me demanda pardon pour tout. La pauvre enfant se croit haïe et abandonnée de moi. Comment ne lui point pardonner? Nous pleurâmes ensemble jusqu'à épuiser nos larmes. Je dus ensuite la ramener aux Tuileries sous les baisers et la raccommoder avec madame. Ce qui fait que le soir venu, nous étions tout en paix et que je pus la visiter jusqu'aux premières lueurs du matin. Dimanche 26 février. L'abbé Bossuet, qui commence à la cour la station du carême, fit un serment condamnant avec force les mauvaises mœurs. Il a raison, mais je me demande si ces hommes d'église surent jamais ce que c'est que d'aimer. Ce jour, en présence de la reine, ma mère, madame la duchesse de Ray, me vint solennellement remettre la démission du cardinal de Ray, dont l'absence empêchoit de nommer quiconque au siège vacant de Paris. Je vais pouvoir donner un archevêque à ma ville capitale, ça sera monsieur de Marca, l'archevêque de Toulouse. 24 mars. Monsieur le marquis de la Fuente, ambassadeur extraordinaire du roi d'Espagne, eut au Louvre une audience en présence du nonce et de tous les ministres étrangers. Au nom du roi son maître, il désavoua solennellement la conduite du baron de Watteville, qui, à Londres, avoit osé refuser au comte d'Estrades une préséance jusqu'ici reconnue, puis déclara que sa majesté catholique avoit défendu à ses ambassadeurs de jamais entrer en concurrence avec ceux du roi très chrétien de France. Ainsi s'acheva un conflit qui avoit mis 2 grands royaumes à quelques pas de la guerre. Ce fut pour nous un jour de joie, et pour la monarchie un moment des plus glorieux de son histoire. Ce marquis de la Fuente est d'ailleurs si parfait honnête homme que je suis décidé de lui accorder les entrées familières et de lui donner le Saint-Esprit. Mais
Le Boulonnois souffrit de la disette générale qui cet hiver a frappé le royaume. Mais cette petite province s'étant vue réclamer par Colbert des arriérés d'imposition, l'on y vit une vive rébellion à l'encontre des gens de finance et des officiers royaux. On ne sait pourquoi ces croquants ont pris le nom de Lustucru. 6 juin. Hier, en ce jour, se tint face aux Tuileries un divertissement de beaucoup d'éclat. Ce carrousel, d'abord prévu pour être un léger amusement, devint un grand spectacle et magnifique, par le nombre des exercices et en raison de la nouveauté des costumes, et par la variété des devises. La mienne fut Nec pluribus impar, qui dominoit le un soleil. Cette introduction du soleil ne signifia point que je voulusse jamais être confondu avec Apollon ou quelques autres dieux ou demi-dieux antiques. C'est un vieux symbole usité dans la monarchie françoise qui marque le souci d'être bienfaisant envers nos peuples. Dès lors que le soleil éclaire les hommes et qu'il les réchauffe, tout le monde fut heureux de ces fêtes. Les seigneurs qui montrèrent aux dames de la cour leur talent de cavaliers beaux et courtois. Le peuple de Paris qui me demanda, qui a tout admiré, nombre de voyageurs venus de l'étranger, attirés puis habilement retenus par Colbert, lesquels dépensèrent beaucoup et firent du bien aux marchands de notre ville. Le royaume y gagna, et la monarchie et moi-même. Ce même jour, 6 juin, Colbert, décidément infatigable, on dit qu'il travaille de 12 à 15 heures par journée, acheta à monsieur de Fourcy, moyennant 40 000 livres, un hôtel destiné à accueillir la manufacture royale de tapisserie que l'on appellera des Gobelins. 21 juin. Par lettre patente de ce mois, nous avons prévu de faire établir dans les villes des gros bourgs de ce royaume toutes sortes d'hôpitaux généraux à l'imitation de celui de Paris, afin d'y accueillir et renfermer pauvres, errants et mendiants. 24 juin. La troupe de Molière eut cette année bien des difficultés. Pour l'aider, nous l'invitâmes déjà 6 jours le mois dernier à Saint-Germain. Aujourd'hui, nous l'accueillerons à nouveau à Saint-Germain pour le divertissement de la cour. Et nous avons l'intention de la faire jouer jusqu'au milieu du mois d'août. Qu'est-ce qu'une dépense de 30 000 francs lorsque l'on peut de la sorte embellir tout un été et permettre à ce Molière de pouvoir prospérer et encore créer. 29 juin. Les desseins du ciel sont impénétrables. Mourut ce jour à Paris Monseigneur de Marca, désigné pour en être l'archevêque, et nous parvint aussi par courrier le précieux sac venu de Rome, contenant ces bulles. Il ne nous reste plus qu'à solliciter la nomination de quelque autre prélat. J'ai pensé à monsieur de Préréfix, évêque de Rodez, mon ancien précepteur, tout comme monsieur de Marca, c'est un ennemi de la secte janséniste. D'ailleurs, celui qui prendra le poste en sera. 28 juillet. Les Lustucru, encore eux, du Boulonnois, sont revenus à la raison, non point par eux-mêmes, mais sous l'effet des crosses de nos soldats. Les plus rebelles ont été envoyés aux galères, cela leur fera du bien. 20 août. Hier à Paris est mort M. Pascal, fils du président de ce nom. Il s'était fait connaître, fort jeune, pour ses talents de géométrie et en physique, puis ensuite s'était égaré dans des chemins tordus de Port-Royal et du jansénisme. On m'assure qu'il a reçu les derniers sacrements avec beaucoup de piété, renonçant à son hérésie. 30 août. Nous en apprenons de belles sur les désordres de Rome. Au lieu de se féliciter après une vacance de 6 années, de voir installer en leur ville un ambassadeur de la France, fille aînée de l'Église, le pape Alexandre VII, son frère le général Chigi, le gouverneur de Rome et quelques autres dignitaires n'ont cessé de vexer monsieur le duc de Créqui et les siens, s'approchant de l'ambassade en violation des privilèges de la zone franche, excitant contre nous les Corses et la garde pontificale, multipliant les incidents et se félicitant des rixes. Le 20 de ce mois, on en est arrivé à une véritable bataille rangée. Les Corses ont assiégé le palais, tiré des coups de feu, arrêté le carrosse de la duchesse de Créqui, qui osèrent molester, et tué l'un de ses laquais qui voulait la protéger. Nous allons protester avec la plus grande vigueur et exiger du pape un châtiment exemplaire pour ces coupables. 18 novembre. Naquit au Louvre ce jour notre première fille, qui sera nommée Anne-Élisabeth. La reine en est toute réjouie et ses couches se sont bien passées. 30 novembre. À 3 heures du matin, survint au Louvre un courrier du comte d'Estrades. Plus rien n'interdit désormais la prise de possession par nous de Dunkerque, que nous achetâmes 5 millions à notre cousin Charles II, embarrassé alors et en difficulté. Je pris la route presque aussitôt en direction d'Abbeville et je m'apprête à dormir cette nuit dans ce lieu. Samedi de décembre.
À 3 heures de relevée, j'arrivois devant Dunkerque, m'attendois devant la porte de Bergue, monsieur le comte d'Estrades, lequel fut la cheville ouvrière de toute l'affaire, et que je nommois le soir même gouverneur de la place, qu'il m'avoit procuré. Le canon tonnois, la foule m'acclamoit, ce sont là de grands moments de joie et de fierté pour un monarque, et pour moi-même, à mon sort intérieur, une grande satisfaction. Le 6 décembre. J'étois de retour au Louvre pour dîner, ayant fait en raison de l'acquisition de Dunkerque près de 150 lieues en 5 jours. 29 décembre. Tout Paris se presse au Palais Royal où Molière joue sa dernière comédie, L'école des femmes. Une cabale, sans doute venue de l'hôtel de Bourgogne, n'empêcha pas le succès de cette pièce en 5 actes et en vers, lequel, si j'en entends bien le sens, pourra avoir pour sous-titre « Ou comment l'amour peut donner de l'esprit au pécore ». Il faudra que Molière et sa troupe nous viennent représenter cette école au Louvre pour les fêtes du carnaval, j'y tiens. 30 décembre. La reine est fort affligée, à juste titre, puisque mourut aujourd'hui au Louvre sa petite Anne-Élisabeth. Voilà comment se termine l'année 1662. Donc toujours la même chose, c'est-à-dire des choses plus ou moins privées, de ses amours, ou alors des choses beaucoup plus sérieuses de l'État, et en même temps l'État du royaume. Donc le roi consigne vraiment tout ce qu'il peut entreprendre. Voilà maintenant l'année 1663. 8 janvier. Je dansois à Paris le ballet des arts du sieur de Benserade. Elle y parut en bergère et en amazone, le texte d'Isoire. Non, sans doute, il n'est point de bergère plus belle. Elle a dans ses beaux yeux une douce langueur. On sait que la comédie L'école des femmes est maintenant l'objet de 100 critiques. C'est pourquoi je fus ravi de lire les stances de M. Boileau d'Espreau, qui voulut la défendre. Elle commence ainsi. En 20 000 jaloux esprits, Molière ose avec mépris censurer ton plus bel ouvrage, sa charmante naïveté, s'en va pour jamais d'âge en âge divertir la postérité. 12 février. J'ai édicté un règlement en date de ce jour sur les tailles, non pour les augmenter, mais pour soulager les peuples qui y sont contribuables. Chaque semaine, Colbert va réunir une petite académie, 4 membres choisis parmi ceux de l'Académie françoise, lesquels donneront leur avis sur toutes choses regardant les bâtiments où ils doivent entrer de l'esprit et surtout de l'érudition. Cette compagnie pourra aussi vérifier l'exactitude des inscriptions antiques et le cas échéant en composé de modernes. Monsieur de Ratabon reste surintendant, mais il est clair que la véritable direction des bâtiments est déjà du ressort de Colbert. Il a chargé monsieur de Chapelain de s'enquérir dans le royaume, mais aussi dans des pays étrangers. Des gens de lettres, poètes et savants, lequel pourra recevoir légitimement et avec régularité des pensions royales et gratifications, et pourquoi pas devenir français. 1er mars. La reine, Dieu la protège, n'a encore aucun soupçon à propos de elle. C'est un fait heureux pour chacun, mais qui ne saura toujours durer. Je dois faire gare à moi de mes extras. 8 mars. Le sieur Lebrun nous est devenu indispensable et nous le récompensons à proportion. Le 4, nous l'avons fait chancelier à vie de notre académie de peinture. Aujourd'hui, nous le nommâmes directeur de la manufacture royale des Gobelins. 15 mars. Depuis le 20 de janvier ou environ, toute occasion nous furent bonnes et pour nous rendre à Versailles. Un lieu qui m'agrée, m'occupe fort et où beaucoup d'embellissements et d'agrandissements s'imposent encore. Tantôt il me plaît faire visite à une compagnie choisie, les appartements décorés, de neuf, tantôt je fais promener les dames dans les jardins auxquels œuvre le bon le nôtre. Et plus souvent encore, je viens surveiller et faire se hâter les ouvriers qui, des fois, s'endorment alors que l'ouvrage elle demande encore plus d'efforts. Dimanche, donc 25 mars. Jour de la résurrection, je fis mon bonjour en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, puis ensuite je touchois plus de 100 malades des écrouelles. 18 avril. Mourut ce jour l'éminent docteur Nicolas Cornet, syndic de la faculté de théologie. C'est lui qui dénonça et fit condamner les 5 propositions hérétiques de l'évêque Jansénius. Monsieur Cornet est un prêtre modeste. C'est en vain que nous lui avons proposé de devenir archevêque de Bourges et que, humblement, s'agenouillant devant moi, il me refusa cette grâce. 3 mai. Nous approuvâmes le devis de la galerie d'Apollon au Louvre.
Peut-être la reine a-t-elle quelques soupçons sur un certain sujet. Le 8 mai. La faculté de théologie de Paris a publié 6 propositions fondamentales sous l'autorité du pape. Nous les ferons solennellement enregistrer par toutes les cours souveraines de notre royaume. 28 mai. J'écrivis aux magistrats de ma chère ville de Dunkerque pour faire abandonner l'usage de la langue flamande en les sièges et tribunaux, et leur ordonnois de procéder dorénavant en langue françoise. Puisque Dunkerque a le cœur françois, il doit adopter la langue du royaume. 30 mai. À peine arrivé hier à Versailles, une fièvre survint et me terrassa la nuit durant. Vallaud décida que mon tour était venu de souffrir de cette rougeole. 1er juin. Vallaud me dit hors de danger. Il m'ordonne une convalescence au grand air de Versailles, mais à voix craint pour ma vie. Je roi peut être atteint non pas par la rougeole, mais bien par la petite vérole. Les rois n'échappent pas plus que les autres hommes au mauvais air de la contagion. En outre, cette épreuve me fait mesurer le pouvoir sans limite des médecins. On trouve des huguenots et des libertins pour dénoncer la puissance des princes, vanter la République, contester la monarchie absolue. Mais s'il est toi comme moi passé par le seuil de la mort, s'il s'est toi confié à la faculté comme l'enfant dans les bras de sa mère, ils auront mesuré l'autorité suprême de la médecine. Si Dieu m'a fait faire de naître de ce royaume, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Le plus beau après le royaume des cieux est sur roi le sieur Grotius, il a aussi fait Vallaud maître absolu du maître du royaume, Intelligenti Punca. Lendemain 2 juin. Voici que ma rougeole se répand. C'est au tour de Monsieur le Prince de s'aliter. Monsieur le Prince, c'est Condé. 9 juin. Nous voilà rentrés à Paris, je me porte bien. 10 juin. Le 1er de ce mois, Molière jouera une comédie nouvelle, la critique de l'école des femmes qu'il voulut dédier à la reine, ma mère. 29 juillet. Il n'y a plus à douter, la reine est fâchée contre elle et condamne mes écarts. Elle me fait surveiller par quelques laquais que je dois renvoyer. J'en ai même rossé un qui était en train de m'écouter derrière la porte. 13 août. Depuis 2 mois, habitant Paris, j'ai cependant trouvé toute occasion de gagner Versailles, à chaque fois ça me manque, de visiter sans cesse châteaux et jardins, de chasser, me promener, en faire les honneurs. Chacun se presse auprès de moi pour avoir l'honneur d'être avec moi. Le 25 août, en la fête de Saint-Louis, je pris la route en direction de Châlons, ayant en mon carrosse les ducs d'Enghien, le duc de Noailles, le marquis de Grève, monsieur de Guitry et le bon Saint-Aignan. Nous allons nous emparer de la place de Marsal, laquelle nous est due et rendue par le duc de Lorraine, qui va enfin cesser de chanter la Palinodie, car notre patience est à bout. Le 3 septembre, à Metz. Tout est réglé. La Lorraine nous cède Marsal, que nous occuperons dès demain. 10 octobre. Le sieur Corneille, qui ne peut ignorer que nous avons à quel point qu'il cherche à nuire à Molière, lequel nous protégeons de notre mieux, veut très évidemment se faire pardonner et recevoir de nous une pension. Cela se dit au travers de sa tragédie Sophonisme, lequel n'est point sans beauté mais n'eut pas le succès espéré. Est-ce un hasard s'il fait dire à son héros ? Mais quant à cette ardeur un monarque défaire, il s'en fait un plaisir et non pas une affaire. Il repousse l'amour comme un lâche attentat, dès qu'il peut prévaloir sur la raison d'État. Et son cœur au-dessus de ses basses amorces laisse à cette raison toujours toutes ses forces. Le sieur Corneille vise probablement Marie de Mancini, je veux dire Madame la connétable Calonne. C'est du moins ce que spectateurs et lecteurs penseront. Lundi 15 octobre. Nous voilà installés pour plusieurs jours à Versailles, où la troupe de Molière va jouer pour notre divertissement Don Gracie de Navarre, l'école des maris, les fâcheux, toute comédie déjà connue, et pour la première fois, l'impromptu de Versailles. Le 24. Cet impromptu est une petite merveille. Molière s'y moque aimablement et drôlement de tout. Des comédiens, ils ne savent point leur rôle, ils n'ont rien à dire et veulent pas jouer. De lui-même, il fait passer l'obéissance avant l'inspiration. Des courtisans, toujours des marquis, oui, toujours des marquis. Bonjour marquis, ah marquis, ton serviteur. Le mot de la fin se trouve dans la bouche du sieur de Brécourt. Homme de qualité. Il est impossible à Molière de faire aucun caractère qui ne rencontre quelqu'un dans le monde. 3 novembre.
Colbert qui fut mon courrier, mon alter ego, mon facteur et mon factotum durant tout le voyage de Lorraine et au-delà, est décidément l'homme le plus précieux et rare qu'il soit au monde. Il a en secret réglé l'achat de ce petit hôtel au Palais Royal, appelé par dérision le Palais Brion. Au lieu de servir au débordement du sieur Brion, cette petite demeure peut accueillir et cacher ma chère Elle. Elle est proche du Louvre et des Tuileries. Je n'ai que quelques pas à faire pour y accéder. Et si je vais au Palais Royal, on ne pourra trouver meilleur gîte et Elle n'est point soumise aux caprices de madame. 15 décembre. Je vins au Parlement tenir lit de justice pour enregistrement de 2 fournées de pair. Il y avait à enregistrer les lettres d'érection de 9 duchés-prairies en attente de Verneuil, Estrée, Gramont, Villeroy, Montemar, Crécy, Randan, La Roche-Guyon et Trêmes, et celles de 5 nouvelles faites par nos lettres patentes du présent mois. La Meillerie, Rételois, Saint-Aignan, Noailles et Coilin. Il en va des ducs et des pairies comme de l'ordre du Saint-Esprit. J'en veux faire un instrument de règne, un motif d'émulation, une récompense non seulement de la naissance, mais des services éminents et de la fidélité des grands. Le garant de cette fidélité presque féodale des grandes familles, qu'elles soient immémoriales comme les Rochechouart ou récentes comme les Trêmes ou les Villeroy. 18 décembre. Vuelle au Palais Brion. La pauvre enfant commence à souffrir. Boucher, l'accoucheur, connoit son affaire. Je ne suis pas inquiet. Le 19 décembre, Elle est délivrée. Beauchamp fut en la paroisse Saint-Leu, parrain d'un nouveau-né dont Charles sera le prénom. Auquel de nous deux ressemblera-t-il? 25 jours de la nativité. La cour a su, et je ne sais comment, que Elle assista cette nuit au 15-20 à la messe de minuit. On la trouve fort pâle, ce qui ne manque point d'entretenir des rumeurs. Je fis mon bonjour le 24. 31 décembre, dernier jour de l'année. Je me mets à écrire ce dernier jour de l'année et dis que Colbert sera fort surpris s'il saura que je conserve avec soin auprès de moi une certaine lettre de la présente année, en laquelle il m'adresse sur le fait de la dépense de Versailles et de véritables remontrances à cet effet. Il m'écrivit: Mon sire, cette maison regarde bien davantage le plaisir et le divertissement de votre majesté que sa gloire. Ah, quelle pitié que le plus grand roi du monde fût mesuré à cette lune de Versailles. Et toutefois, il y a lieu de craindre ce malheur, et me fait reprocher d'y avoir laissé en 2 ans plus de 500 000 écus et de lever des tailles pour ça, qui au Louvre et aux Tuileries aura trouvé meilleur emploi, et en plus de pouvoir lever des troupes. Je pense qu'en m'adressant de la sorte, mon ministre fait son métier, mais je pense qu'en embellissant Versailles, le roi fait le sien. Dût-il un jour être mesuré justement à l'une et de ce lieu? D'ailleurs, il le sait bien, car même s'il me fait des remontrances, il ne me dit rien quand j'exige ce que je veux de mon Versailles. Voilà comment se termine l'année 1663. Et bien sûr, nous allons commencer bien sûr par l'année 1664, et après je pense que nous conclurons là. Nous aurons fait 3 années, et si cela vous plaît, je continuerai la lecture dans d'autres salons d'histoire de France. Donc finissons par l'année 1664. Janvier. Colbert succède en qualité de surintendant des bâtiments à M. Tabon, dès longtemps inutile et désormais démis. Ses capacités n'ont point à être prouvées. 10 janvier. Chez Saint-Aignan, qui en est l'auteur, Molière joua en ma présence une Bradamante dont les costumes requièrent 100 louis d'or. 19 de janvier. Mademoiselle Molière accoucha d'un fils, au risque d'irriter certains dévots. J'ai accepté d'être le parrain de ce Louis Poquelin. Le 29 janvier. Au Louvre, chez la reine, ma mère, je fis le rôle d'un Égyptien dans une comédie-ballet, Le mariage forcé. Le texte de Molière, la musique est de Lully, mon nouveau musicien. 30 janvier. J'ai mené la reine, le duc d'Enghien, la comtesse de Soissons et plusieurs dames dîner à Versailles et en visiter les appartements. Nous étions tous bien l'un avec l'autre, sans cérémonie, sans personne que nous. 13 de février. La cour savoura au Palais Royal le ballet royal des amours déguisés qui est de M. de Périgny.
La belle Madame de Sévigné y dansa, et aussi la belle et jeune Athénaïs de Montespan, qui est de Mortemart, lequel faisoit une nymphe marine. Cette dame est d'une beauté et d'une grâce. 19 de mars. Le sieur Vigarani prépare dès maintenant la grande fête que je veux offrir à Versailles en mai, ne craignant point d'avouer elle pour l'objet premier de notre élection. 29 mars. Avec mon approbation, Monsieur de Metz, s'adressant aujourd'hui à notre Académie de peinture, mit au concours un projet d'achèvement de la grande galerie du bord de l'eau, lequel mesure 227 toises, unit le Louvre aux Tuileries et avoit jadis intéressé un certain Monsieur Le Poussin. 12 avril, samedi saint. Je fis mes dévotions en l'église Saint-Germain à l'Auxerrois avant d'aller dans le jardin des Tuileries, toucher nombre de malades, je ne puis jamais savoir combien il y en a, tellement il y en avait. Le 18 avril, hier je passois en compagnie de la reine et de la reine ma mère, la journée de Saint-Cloud chez monsieur mon frère. Il y eut promenade, comédie et bal. J'ai eu vent que monsieur le président de Lamoignon et la compagnie du Saint-Sacrement conspiroient dans le dessein de faire interdire le Tartuffe de Molière. L'église et derrière tout ça je saurais y remédier. Je ne veux point qu'on touche à ce monsieur de Molière qui me divertit tant et qui divertit ma cour. Le 30, Molière et sa troupe quittent Paris pour Versailles, où ils auront un grand rôle à tenir durant les fêtes prévues, et ils ne seront point inquiétés et faire ce qu'il leur plaira pour me divertir. 5 de mai. Je vins à Versailles avec la cour. Il y aura pour cette fête des plaisirs de l'île enchantée, quelques 600 personnes à nourrir, non à loger, Dieu merci. L'idée de ces programmes et de ces divertissements et leurs titres sont dus à monsieur de Saint-Aignan. Ce sera une semaine peu commune, et j'espère point agitée, j'espère pouvoir aussi me reposer et être en mon secret quelque temps. Mercredi 7 mai. Nous eûmes d'abord une course de bagues. Monsieur de la Vallière s'y distingua entre tous. Le soir, elle fut à ma table. Honni soit qui mal y pense, comme disent les Anglois. Jeudi 8. Molière nous donna la princesse d'Élide, qui lui vaut déjà 2000 francs en qualité d'auteur, encore que seul le début fut en vers, la suite en prose. Une comédie galante à faire comprendre aux plus bornés que leur roi est amoureux fou. Regardez par exemple ce qu'il dit. Moi, vous blâmez, Seigneur, des tendres mouvements, où je vois qu'aujourd'hui penchent vos sentiments. Molière joua avec le feu, seul son surcroît d'esprit lui a interdit d'aller trop avant. D'ailleurs, je le fixa un moment, il tint mon regard, il en baissa les yeux et comprit ce qu'il fit. Le vendredi 9, ce fut le jour d'Alcine, sœur de la fée Morgane, et ici Molière voulut flatter son roi. Disons qu'au plus haut point de l'absolu pouvoir, sans fasque et sans orgueil, sa grandeur s'est fait voir. Vantant les longs travaux, vantant les justes lois, de ce fils reconnu pour le plus grand des rois. Le soir, un merveilleux feu d'artifice acheva les divertissements du jour. Les dames étaient charmantes, mais il faisait chaud. Dimanche 11. Je fis visiter la ménagerie. On joua Les Fâcheux, comédie de notre ami Molière, revue et corrigée par le roi de France. Lundi 12. J'avais obtenu de Colbert qu'il se fit une loterie avec un gros lot de 500 pistoles. Ne pouvant le faire tenir à la seule aile, je ménage les deux reines, je mis gagnante mesdames, mesdemoiselles de la Vallière. Au pluriel, une amie chère et l'épouse de son frère. Puis, un défi opposa deux seigneurs, à l'instar des anciens tournois. Ensuite, Molière, toujours lui, représenta une comédie en 3 actes, Tartuffe ou l'Hypocrite. Je dois reconnaître que cette pièce, divertissante mais rude et vigoureuse, est fort éloignée de la mythologie et du roman chevaleresque. Des fées, des bergers plus proches de l'arétin que du Tasse. Les dévots se sentirent visés, alors que l'auteur n'avait évidemment attaqué que les faux dévots. Ils virent ici en Molière un dangereux libertin, et la reine ma mère parut les soutenir. Il y avait au contraire des erreurs, mais je n'y fis point attention. Je vais dire à Molière de laisser son Tartuffe sous le boisseau jusqu'à nouvel avis. Crainte de déchaîner la compagnie du Saint-Sacrement, la Sorbonne, l'archevêché, le clergé, voire l'Église de France tout entière. Ceux-ci me prendront plus à moi que l'Europe tout entière. Même moi, je ne saurais sans risque avoir tous ces pieux mondes contre moi. Que dire alors d'un comédien? Et je ne veux point de sermon à l'église ou à la messe, de quoi que ce soit de ce que fera monsieur Molière. Le mardi 13. Les plaisirs de l'île enchantée, proprement dit, sont terminés, mais les divertissements se sont poursuivis encore aujourd'hui avec d'abord une course de tête et ensuite une nouvelle représentation du mariage forcé de Molière.
Je ne retournerai à Fontainebleau que demain, et Molière a plusieurs journées de rangement avant de regagner Paris. 30 mai. Nous avons approuvé la création d'une compagnie des Indes occidentales pour le commerce avec des îles et terres fermes de l'Amérique. Monsieur mon frère vient de me fort irriter. Il me demanda si je ferais mes dévotions à la Pentecôte. Je répondis que non. Vous êtes, lui dis-je, un hypocrite, lequel va à confesse parce que la reine-mère l'a décidé pour vous. Le dimanche 1er juin, fête de la Pentecôte. Je ne fis pas mon bonjour, tout le monde l'observa et la reine-mère me lança plusieurs regards réprobateurs, me demanda audience, mais je me fis toujours absenter. Le 6 juin. Survint à Fontainebleau dans l'après-dîner un revenant, monsieur le cardinal de Retz, arrivant de Rome, et ce qui se présenta à ma demande. 12 ans étoient passés depuis son arrestation. C'était un autre homme, du moins selon l'apparence. Je ne trouva à lui dire que « Monsieur le cardinal, vos cheveux ont blanchi ». Il me répondit en courtisan accompli « Sire, on blanchit vite quand on a le malheur d'être dans la disgrâce de votre majesté ». Le jeune et brillant prélat était maintenant un barbon, presque un vieillard. 14 juin. Monsieur de Péréfixe s'étoit persuadé pour voir apprivoiser les moniales du port royal de Paris et, séance tenante, avoir leur soumission ainsi que la signature du formulaire. Or, il se déplaça en vain le 9 de ce mois et de nouveau aujourd'hui. Je crains qu'il ne soit ni assez bon théologien ni assez bon diplomate pour réussir un tel coup de partie. La suite nous apportera une réponse. 1er juillet. J'ai fait Lebrun mon premier peintre. Il sera aussi directeur et garde du cabinet des tableaux et dessins. Je n'ai plus besoin de temps caché, elle. Les plaisirs de l'île enchantée, conçus et exécutés pour elle, l'ont assez mise en évidence. 28 juillet. Molière nous rejoint à Fontainebleau, la princesse d'Élide. Le 29 du mois de juillet. Monsieur le cardinal Chigi, les gars, vint ici achever et présenter les excuses du pape au sujet de l'affaire de la garde corse. 1er août. Nous vîmes ici encore l'Othon de Corneille, l'aîné. Les méchantes langues découvrent 1000 flatteries qui ne sera point sans relation avec sa pension d'homme de lettres qu'il me réclame. 8 août. On sut ce jour que Montecuculi et les impériaux ont vaincu les Turcs à Saint-Gothard, et que cette victoire fut en grande part déterminée par le corps que commandoit M. de Coligny. Cette bataille eut lieu le 1er août. 21. Nouvelle tentative de l'archevêque à Port-Royal de Paris et nouvel échec. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce sera drôle si le janséniste nettoie une dangereuse attitude. Monsieur de Péréfixe est sorti furieux du monastère, disant et le criant presque « Ces filles sont pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons ». Le 26 août. Pour être assuré d'avoir enfin le dernier mot, Monsieur de Paris vint ce jour à Port-Royal avec la force publique et appuyé par une double autorité, religieuse et royale, il fit arrêter et disperser les 12 têtes les plus échauffées de cet endroit. 1er septembre. Le Parlement enregistra notre édit d'août créant une compagnie des Indes orientales à l'instar de l'angloise et de la hollandoise. Le 19 septembre. À la reine, qui me faisait doucement des reproches, je répondis cette chose très sotte. Je vous promets de me faire sage à 30 ans. Fatiguée par sa grossesse, elle va demeurer ces jours-ci à Vincennes. Le 24 septembre, 4 jours heureux à Villers-Cotterêts, en compagnie de monsieur et de madame, ce qui me procura de longs entretiens galants avec elle, que j'aime toujours plus, et avec elle je suis au moins au secret. 1er octobre, Saint-Aignan et Dangeau ont entrepris de me faire poète, comme jadis le cardinal Mazarin m'a pris les affaires publiques. Monsieur de Turenne, l'art de la guerre, mais il ne suffit pas de savoir commander une armée ou régner sur la France pour être agréé des muses, qui sont dames sévères et sans pitié, et je n'espère point qu'elles applaudiront de sitôt mes vers. Saint-Aignan, qui est mon ami, partage seul avec ma tendre aile la connaissance de mon premier madrigal. Voilà ce qu'écrit le roi. Qui les saura, mes secrètes amours? Je me ris des soupçons, je me ris des discours. Quoi que l'on parle et que l'on cause, nul ne saura mes secrètes amours, quelles que celles qui les causent. Cette pièce innocente a fort ému l'objet de mes amours, mais non Saint-Aignan. Il ne voit pas, si l'on en parle, sinon en parole, pourquoi il faudrait que l'on en cause. Aussi m'engage-t-il à mettre au cabinet mon œuvre et puis chercher avec patience une autre inspiration. 13 octobre. Molière que j'ai mandé va nous divertir, tout ce Versailles, au moins jusqu'au 24 de ce mois. 18 octobre.
Je me suis enhardi jusqu'à introduire d'autorité ma chère Elle dans la chambre de la reine ma mère. Je dus blesser cette princesse, mais elle s'inclina devant la volonté d'un fils affectionné. 28 octobre. Toujours poussé par Dangeau, encouragé par Saint-Aignan, j'ai continué à gravir le Parnasse et d'affirmer ma rime. Il en est résulté un nouvel madrigal mieux dessiné. Je le crois que celui des secrètes amours. Je le fis ce matin lire par monsieur le maréchal de Gramont, comme les marins en grand péril lancent une bouteille à la mer. Je pria le maréchal de me dire s'il avoit jamais vu madrigal aussi impertinent. Parce que l'on sait que depuis peu j'aime les vers et que je m'en apporte de toutes les façons. Bon et trop bon courtisan, monsieur de Gramont tomba tête baissée en mon piège, c'est ce que je cherchois. Il m'assura que je jugeois divinement bien de toutes choses, n'ayant jamais vu plus sot et plus ridicule madrigal. Je resserrois les dents du piège pour me faire dire au maréchal que le poète auteur de la pièce en question est toi bien fat. Monsieur de Gramont de Rechef se fit prendre. Sire, assura-t-il, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. Oh bien, lui dis-je, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. Le pauvre maréchal se trouva fort sot et chercha en vain quelques excuses. Son désarroi me divertit fort et me fit rire. Et je me consola de la perte de mon ouvrage, jeté au feu dans la première cheminée rencontrée. Je n'ose point même l'écrire ici. Jour de la Toussaint. Je fis mon bonjour, puis touchois les écrouelles. 16 novembre. Naquit au Louvre, avant le terme, Marie-Anne de France, un enfant noirot au teint de Mauresque, la reine est fort éprouvée. Le 17 novembre, Fouquet fut sur la sellette. On dira que ses malheurs n'ont point abattu son amour-propre et sa fierté. 18 novembre, la reine a reçu le viatique. Elle m'a supplié de trouver un mari pour elle, j'ai promis pour l'apaiser. 24 novembre, la reine va beaucoup mieux. Et j'en ai oublié ma promesse, d'autant qu'elle m'assura qu'elle préférera mourir plutôt que de se marier en trahissant notre amour. 8 décembre, ce fou de duc Mazarin crut bon de me faire la morale, mais je le traiterai comme il le mérite sans ménagement. Le samedi 20 décembre, c'est au Palais Brion, où je faisais appel au courage de Elle, dont la grossesse est près de la fin, que me parvint par Colbert le verdict du procès de Fouquet. 9 voix s'étoient portées sur la mort, 13 sur le bannissement, qui ainsi épargnoit la tête de l'ancien surintendant. Si la voix était condamnée à mort, je n'aurais rien fait pour sa grâce. L'exil m'apparoit comme une peine bénigne et dangereuse, car rien n'empêchera Fouquet, libre de parcourir l'Europe, de comploter avec les uns et les autres contre le royaume et son roi. Il faut au moins qu'il soit enfermé derrière de solides murailles et hors d'état de jouer les conjurateurs. Elle redoute le moment de ses couches. Elle craint aussi la reine qui m'a engagé à la marier. Et la reine-mère, elle, a repoussé le projet d'épouser Varde et d'ailleurs d'épouser quiconque. Elle assure que mon amour lui suffit et qu'elle se tueroit plutôt que d'y renoncer ou de devoir le partager. Comment pourrais-je, devant pareille affection, désintéressée vive pour une autre que pour elle ? Le 22, la nuit dernière, on vit la comète. Ce jour, le sieur Fouquet, que j'envoie à Pignerol, partit sous bonne escorte. D'Artagnan la commande. Il est fort narrois d'accompagner cet ancien surintendant, alors qu'il y préférerait commander une troupe. 26 décembre, aujourd'hui mourut au Louvre la petite Marie-Anne. 31 décembre, Saint-Aignan m'assure d'un fait inouï. Monsieur de la Motte, le vaillé de l'Académie Françoise, qui fut mon précepteur et que le cardinal de Richelieu avait appelé le Plutarque François, aura épousé une précieuse. Or, le bonhomme n'a pas moins de 16 ans, et son premier mariage précéda de 10 ans ma naissance. Quoi cause que vous te perderez. Avec Colbert, nous avons parlé des bâtiments. Il m'a fait installer aux Tuileries à cause des travaux du Louvre. Les bâtiments nous ont coûté près de 3 millions. Exactement 3 222 000 livres. Versailles, où on en commence la grotte de Tétis, une vraie merveille, fit dépenser 781 000 francs. Louvre et Tuileries réunis vont à 855 000 francs. Colbert ne cesse de s'en plaindre, de savoir où il pouvait trouver l'argent. Les pensions faites aux gens de lettres qui visent à faire comparer le présent siècle à celui de l'empereur Auguste font la somme de 77 000 livres. Post-Christum. Je suis un roi fort, je me réjouis d'avoir réduit à néant le sieur Fouquet, je suis un chrétien, et par trop faible. À vue humaine, et quoi qu'en disent ou en pensent mes confesseurs, je ne prévois point d'abandonner mes pressantes et plaisantes amours.
Voilà, je vais terminer cette année 1664, parce que de lire comme ça, c'est aussi un exercice, et je commence à avoir la voix fatiguée. Mais j'espère que vous aurez appris, par le journal de Louis XIV, comment il pouvait régner, comment il a, retranscrit son règne et son époque. J'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas trouvé qui était elle, eh ben, je ne vous le dis pas. Je vous laisse trouver qui est elle. Mais je pense que certains dans le salon ont trouvé la mystérieuse idylle et amour du roi Soleil. Et je vous remercie encore d'avoir été si nombreux à écouter ce journal secret de Louis XIV qui aura sa continuité jeudi prochain si vous le voulez bien et si Dieu me prête vie. Et je vous dis à bientôt. Louis XIV a été un des plus grands rois que la France ait connu. Tout le monde connaît ce roi qui a tant fait pour la France, sa mémoire vit encore aujourd'hui grâce à un des plus beaux joyaux architecturaux. Versailles. Le château le plus visité au monde. Soyons fiers de notre héritage. Nous espérons que le récit sur Louis XIV, partie 1, vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 2.